Purchase your tracks today. Mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés de Mousso News, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre programme préféré Face à vous sur Mousso News, votre média leader qui amplifie la voix des femmes. Celle que nous recevons aujourd'hui est une femme d'impact. Elle est marketeur de formation, activatrice de talent, auteure, formatrice team builder. Elle est également associée gérante de Team Coach, coach professionnel certifié corporate et life coaching et blogueuse. Je sais que lorsque j'ai dit team coach, vous l'avez reconnu. Il s'agit bien de Fatim Touré Konkobo qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ravie d'être ici. D'accord. Quand j'énumérais toutes ces casquettes, je me suis dit, mais comment elle gère tout ça au quotidien? Alors, c'est une bonne question. Même si moi, je trouve que je peux faire beaucoup plus. Waouh! En plus, elle veut en rajouter. Mais c'est une question d'organisation pratique et de délégation aussi de tâches que je ne peux pas exécuter directement pour pouvoir. J'accompagne les entreprises et les managers dans la coordination de leurs équipes. Il va de soi que moi aussi, j'ai une petite équipe avec qui je travaille pour pouvoir me permettre de faire tout ce que je fais. D'accord. De marketeur, qui est votre formation de base, à coach. Comment s'opère cette transition? Alors, j'ai fait du marketing communication en licence et marketing stratégique en master 2. Mais quand je faisais mon mémoire de marketing, mon master 2, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans le marketing, c'était plus le marketing social. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était pas de vendre qu'un produit. Achat-vente d'un produit du quotidien, ça ne me transportait pas autant que le marketing social qui avait un impact sur le changement de comportement des individus dans la société, qui allait amener à des changements de l'hygiène, jeter les trucs dans la poubelle. Ça, c'était de la sensibilisation et ça me parlait plus que le marketing basique pour les produits et services du quotidien. Et de fil en aiguille, donc j'ai fait mon mémoire sur une thématique de marketing social et j'ai travaillé pour une agence de campaigning, Niel, à Dakar, avec qui j'ai beaucoup collaboré. Et je me suis rendu compte que j'aimais ça. Et donc, vous voyez, le marketing, en général, part du besoin du consommateur. Donc, comprendre les gens, les écouter, comprendre ce qu'ils veulent pour pouvoir adresser le besoin. Et le marketing social, c'est aussi comprendre les gens pour savoir comment on peut les amener à évoluer, à changer de comportement. Je crois que c'est parti de là. Disons que vous avez découvert très tôt aussi votre mission de vie, on va dire ça. Aussi. Je suis la Benjamine de ma famille et j'ai beaucoup, Dieu merci, j'ai la grâce d'avoir de nombreux neveux et nièces. Donc, j'étais la petite tata avec qui ils avaient l'occasion d'échanger sur des sujets qu'ils ne pouvaient pas du tout expliquer à leurs parents. Et donc, je crois que ça aussi, ça m'a amené à devoir écouter les gens parce que j'ai pas de petits frères ou de petites sœurs, mais il y avait eux qui me parlaient librement et je devais écouter, même si des fois j'étais choquée. Il fallait que quelqu'un, au moins dans la famille, il trouve une oreille attentive dans la famille pour les écouter. Donc, je crois que ça aussi, ça m'a donné une prédisposition à pouvoir écouter des défis des gens et à les aider à les solutionner. Et puis, bon, le reste de ma vie a fait que, ayant voyagé souvent, on est obligé de réfléchir sur soi et donc, ça amène à peut-être trouver plus vite que les autres sa mission de vie. Quelle est la casquette la plus difficile au quotidien? Quelle est la casquette la plus difficile? Est-ce que je me suis déjà posé cette question en termes de difficulté? Parce qu'à toutes ces responsabilités, vous êtes également épouse et mère. Oui. Il faut ajouter ceci. De 3 enfants, dont des jumeaux. C'est quelque chose. Je crois qu'on doit déplorer toutes les mamans de jumeaux. Ce n'est pas à ignorer. Ce n'est pas à ignorer. Qu'est-ce qui est le plus... C'est d'avoir du temps c'est de pouvoir m'assurer de garder du temps de qualité pour les choses et les gens que j'aime. C'est ça mon principal défi. Parce que à la fin, je sais ce que je veux atteindre et c'est important pour moi d'avoir beaucoup de temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille, avec moi-même. J'aime bien me retrouver moi-même avec moi-même pour prendre aussi du temps. Donc, je vais dire que s'il y a un défi, ce serait comment organiser pour préserver quand même ces moments-là. Parlons de votre famille. Il y a certaines personnes qui estiment que vous en parlez un peu trop sur les réseaux. Est-ce que ça pose problème peut-être? Moi, ça ne me pose pas de problème.
Les gens dont je parle, ça ne leur pose pas de problème. Et il faut que il est important de comprendre que je suis marketeur. Quand on vient sur les réseaux doivent toujours rester un outil qu'on utilise pour s'aider, pour atteindre un objectif donné, mais pas pour se desservir. Donc, en ce moment, il faut qu'on comprenne pourquoi quelqu'un utilise d'une manière ces réseaux sociaux et quel objectif la personne veut atteindre. Ce que je sais, c'est que même s'ils ne comprennent pas le pourquoi, moi, je sais le pourquoi, ça me suffit. Et c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Et surtout, je sais que c'est un outil de communication qui participe à l'atteinte d'un objectif que je veux atteindre. Quand je vais atteindre, ils vont comprendre. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Vous êtes formatrice team builder. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ce thème? D'accord. On dit team building, c'est Oui. ça? Mm-hmm. Qu'est-ce que ça renvoie à quoi? Ok. Donc, de formation, déjà, je suis coach professionnel certifié en corporate et life coaching. Terme simple, c'est j'accompagne les organisations, entreprises et les individus dans l'atteinte de leurs objectifs. Ça, c'est une casquette à part parce que on peut être coach sans être formateur ou team builder. C'est pas le même métier. Il y a des coachs qui ne font ni formation ni team building. Moi, je fais de la formation aussi et j'en ai beaucoup fait. Avant de devenir coach, je donnais des cours dans des écoles supérieures, en marketing notamment, et ensuite en développement personnel. Donc, notamment, j'en ai donné au Burkina ici et au Gabon, quand on y résidait. Et le team building est venu du besoin des entreprises qu'on accompagnait. Le team building, c'est quoi? C'est de la cohésion d'équipe, tout simplement. Terme, traduction littérale, c'est comment créer de la cohésion d'équipe au sein d'une équipe. Comment faire d'un groupe de personnes une équipe et comment créer la cohésion au sein des membres d'une même équipe, tout simplement. Donc, on s'est rendu compte au fil des accompagnements qu'on avait, des entreprises clientes qu'on a au Burkina et ailleurs, que ce besoin-là revenait de pouvoir faire des team building parce que les organismes internationaux savent ce que c'est et en font, peuvent l'insérer dans leur retraite stratégique, mais il y a beaucoup d'entreprises locales qui le faisaient, c'était surtout des activités ludiques. Ils sortent ensemble, c'était vraiment une journée récréative. Ils sortent ensemble, ils vont manger, boire, jouer un peu, danser. C'est très bien. C'est vraiment bien déjà de penser à l'idée de réunir l'équipe à un moment donné de l'année pour faire ça. Mais le team building, tel que nous on l'adresse, en tout cas tel que moi je le fais avec Team Coach, c'est d'apporter du professionnalisme à ça, c'est-à-dire d'apporter un contenu en fonction des défis des entreprises. Et comme en les formant, on a compris, on connaît leurs défis, on fait du team building un moment de résolution ou un moment où ils peuvent tirer des outils pratiques pour pouvoir faire équipe et atteindre leurs objectifs ensemble. Donc, c'est professionnaliser en fait et apporter du contenu professionnel quantifiable. Et quel est l'impact direct tout juste après un team building? Déjà, de manière basique comme ça, en l'introduction, on va demander aux gens qu'est-ce qu'une équipe. Ça a l'air basique, hein? Ça a l'air, oui. Quelle est la différence entre une équipe et un groupe? Et tout part de là. Et on leur explique qu'en fait, l'équipe ne s'improvise pas. On ne devient pas une équipe juste parce qu'on vous a mis ensemble dans la même organisation, dans le même bureau. On travaille avec d'autres personnes, on sait que il y a beaucoup de points où on est un groupe, on n'est pas une équipe. Et c'est pour leur dire qu'une équipe a un cycle aussi de vie et de développement et que c'est important qu'on sache que toutes les étapes sont importantes, même les étapes les moins faciles, même quand il y a des conflits, même quand il y a des heurts, même pas que quand il y a la joie, tout ça fait partie du développement de l'équipe. Donc, ça permet aux équipes, aux entreprises déjà de savoir ce que c'est et de savoir que les phases par lesquelles ils passent peuvent être sont des phases normales qui arrivent, mais qu'il y a des solutions. C'est surtout ça. Donc, l'impact, c'est quand ils nous reviennent pour nous dire, ah, maintenant, on avait un défi de communication, par exemple, ou de collaboration fluide, mais depuis votre activité, on se comprend mieux. Au lieu de s'envoyer des mails secs, je décroche mon téléphone et j'appelle mon collaborateur pour prendre une nouvelle. Je collabore mieux, je sais mieux déléguer. L'ambiance entre nous, parce que quand on s'est vu jouer, et on sait que les adultes ne jouent pas souvent, on est dans une société où on tient tellement au respect que les patrons n'arrivent pas à jouer ou à se détendre ou à être juste humains pour préserver une certaine posture, le chef suprême, alors que les mots de management maintenant tendent à dire qu'il faut quand même être agile et surtout
considérer autrement les collaborateurs avec qui on travaille au quotidien. Qu'est-ce qui fait la crédibilité du coach Fatim Touré Kankourou? Je pose cette question parce qu'on sait à quel point le thème fait beaucoup polémique. Tout le monde se dit coach. Qu'est-ce qui fait votre crédibilité selon vous? La déontologie de mon métier, le respect de la déontologie de mon métier. Vous verrez que dans tout ce que j'écris, ça va être plutôt des cadres généraux dans lesquels je vais plus parler des formations, des défis des managers, des défis des organisations, des défis des individus, mais je vous parlerai très peu de coaching, c'est-à-dire de mes clients individuels de coaching. Je ne vais pas venir raconter leurs problèmes. Donc, ils ne se sentent pas en danger de venir m'exposer un problème. Quand un client vient me voir et me dit « Ah, je veux que vous m'accompagniez », je peux lui dire que je peux l'accompagner. Je peux aussi lui dire, en écoutant ce que vous venez de me dire, le pourquoi vous voulez que je vous accompagne, je crois personnellement, sans vouloir vous dire que je ne veux pas vous accompagner, que tel autre coach serait mieux pour votre situation. Aussi, il y a des moments de l'année où je ne prends pas de coaching du tout. Parce qu'on a beau avoir des mécanismes pour se libérer des émotions qu'on reçoit, à un moment donné, s'il y a un trop-plein, et on a besoin de moments pour nous-mêmes se ressourcer, apprendre avant de revenir. Donc, c'est le respect de la déontologie, que les gens se sentent en sécurité, parce que c'est la base. Sinon, la relation de coaching n'a aucun sens. Le respect de leurs émotions, sans les juger, parce que je ne suis jamais dans le jugement. Et ça permet un bouche à oreille, parce que c'est ça qui fait connaître, ça permet un bouche à oreille qui m'amène de la clientèle. D'accord. On va revenir à votre grand amour, les livres. Oui. Vous êtes auteur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même savoir d'où vous tirez cet amour pour la lecture, pour les livres, pour l'écriture de manière générale. Alors, je suis fille de 2 enseignants. Mes parents étaient professeurs. Ça se comprend. Ah, donc mon père était professeur d'histoire-géographie et ma mère professeure d'histoire de sciences naturelles. Donc, vous voyez que c'était la partie des leçons là. Voilà, donc il fallait que... ils ont toujours lu. Ma mère a toujours lu et surtout toujours écrit. Même quand elle voit quelque chose sur le net, elle le rédigeait elle-même. Même quand elle voit quelque chose dans un livre qu'elle veut, elle nous le rédigeait sur une feuille blanche et puis elle photocopiait pour tout le monde. Quand vous voyez les astuces qu'on se partage pour ces mots de vente, mots de tête, on les vieilles là et puis les fake news, mais elle le reprend, elle réécoute, elle écrit et elle fait la photocopie qu'elle partage à tous ceux qu'elle aime. Vous voyez, donc il y a eu ça, donc la lecture. Moi, mon père se chargeait lui-même de m'amener au centre culturel français pour lire 1 fois par semaine. Ils ont toujours eu à cœur qu'on continue d'apprendre. Donc, j'ai toujours aimé beaucoup lire. Et les livres, ça évade. J'aime voyager et je crois que les livres, c'était mes premiers voyages. Parce que ça te permet de vivre dans d'autres univers en restant chez toi. C'est ça qui m'a toujours fascinée. Et puis, j'aime les histoires. Donc, c'est en lisant. Je savais que j'aimais lire. Par contre, je ne savais pas que ce que je pouvais écrire pouvait plaire. Et c'est en écrivant juste pour moi que j'ai découvert que ce que j'écrivais pouvait être... Ça plaît. Voilà, ça peut plaire. Moi-même, j'adore. Merci. Vous êtes auteur du livre intitulé Lagaré Dogoni, les aventures multiculturelles d'une femme africaine. Donc, parlez-nous de ce livre. Alors, Lagaré Dogoni, c'est le résumé de mes aventures multiculturelles, justement, depuis 2004, où je suis partie en études au Sénégal. Et ensuite, où je suis rentrée brièvement, je me suis mariée et j'ai suivi mon époux en expatriation dans des pays africains où nous avons séjourné ensemble. Donc, j'ai d'abord ouvert un blog, parce que Lagaré Dogoni vient déjà d'un blog que j'ai depuis 2015, je crois, sur lequel j'ai commencé à raconter mes aventures. C'est parti d'un constat. Alors, moi j'ai fini à Dakar, je l'ai rejoint lui en Ouganda. Ensuite, on est allé au Gabon. L'Ouganda, on a fait 1 an. Le Gabon, on a fait 4 ans. Ensuite, on est allé à Madagascar où on a fait 2 ans. On a fait 1 an au Mali et on est rentré au Burkina en 2018. C'est en allant à Madagascar, je venais d'avoir mes jumeaux. Et Madagascar, c'était tellement l'inconnu pour moi. Vous voyez, Gabon, tout ça, ça reste des coins où tu
tu connais quelqu'un qui est déjà allé. Madagascar, ce que je connaissais, c'est un grand frère, un ami de mon frère. Ça avait l'air tellement lointain pour moi que je me demandais ce qu'on pouvait y trouver. Et je ne trouvais pas de réponse. C'est-à-dire que quand j'allais sur le net, je trouvais que des expériences de femmes occidentales qui vivaient à Madagascar ou qui vivaient ailleurs. Et ça ne me parlait pas. C'était tellement loin que la probabilité que quelqu'un vienne et qu'on lui donne une commission pour moi était très faible. Donc, je me suis dit, il faut que je sache si à Madagascar, je peux trouver par exemple de la farine de maïs pour pouvoir faire du thau, ou bien est-ce qu'il faut que je parte avec la farine de maïs? Est-ce que je vais trouver de la banane plantain pour faire de la loco? Est-ce que je vais trouver du gombo? Il y a des questions basiques comme ça hein, que je me posais parce que j'embarquais avec mon époux et 3 enfants pour aller sur une île, la plus grande. Aussi, oui, et de ne juste pas savoir ce dont j'aurais besoin sur place. Parce que je sais que j'ai une capacité d'adaptation, mais est-ce que je vais trouver certains éléments pour qu'au cas où, je les prenne avec moi, quitte à payer des surplus, des excédents, mais qu'au moins je m'assure d'avoir du Soumbala. Si je ne peux pas en avoir là-bas, comment je fais? Et c'est en cherchant, je n'ai pas trouvé. Donc, quand j'ai décidé d'écrire, déjà sur le début de mon aventure à Madagascar, et puis le fait d'être maman d'une fille aînée, puis de jumeaux, ça change une vie. Hein. D'avoir des jumeaux, c'est quelque chose. On sent que ça vous a fait beaucoup de choses. C'est quelque chose. Et puis, donc, quand j'ai commencé à parler de Madagascar, je me suis dit, pour que les gens se restituent dans le contexte, je vais parler aussi de ce que j'ai déjà vécu avant Madagascar. Donc, Gabon, où on avait fait 4 ans quand même. Ouganda et le Sénégal, où j'ai fait mes études et que j'adore. Et surtout, je me suis dit, mes enfants sont tout petits. Ils ne vont pas se rappeler de ces moments-là qu'on a vécu et Dieu seul sait qu'on a vécu des choses. Je me suis dit, il faut que j'écrive pour laisser une trace de ça, pour qu'un jour, quand ils vont grandir, ils sachent ce qu'on a vécu ensemble. Donc, j'ai d'abord écrit pour eux et pour garder des traces. Peu importe si on me lisait ou pas, c'était d'abord pour eux. Après, quand ça a plu aux gens, je me suis dit, ça peut aider d'autres femmes qui, comme moi, partant en expatriation, ne trouvant pas d'informations sur Internet, juste sur ça, même sur les émotions des femmes, parce qu'on n'en parle pas assez. On se confie à des amis, mais on ne parle pas de nos doutes, de nos peurs, parce qu'on quitte tout, sa famille. Déjà, le mariage, c'est une aventure. Donc, se marier pour aller ailleurs, c'est un autre niveau d'aventure. Et donc, de fil en aiguille, j'ai écrit pour tout ça. Et après, je me suis toujours dit que ce serait bien d'en faire de résumé. Ce n'est qu'une partie du blog, plus d'autres textes que j'ai beaucoup rajoutés ensuite. Mais il y a beaucoup d'autres textes aussi sur le blog qui pourraient faire l'objet d'autres livres. Vous êtes à combien d'exemplaires vendus aujourd'hui? Alors, j'en suis à 500 exemplaires imprimés. Parce qu'il y a la dédicace et qu'il faut que ceux qui viennent à la dédicace puissent en avoir. Ce que je voulais aussi, c'est que les gens aient eu le temps de lire le livre avant de faire la séance de dédicace. Donc, c'est pour ça qu'elle vient un peu tard. Je crois que je suis environ à 300 livres vendus. Et oui, et je découvre ce que c'est que le fait. Écrire, c'est quelque chose. Se faire éditer ou éditer un livre, c'est un autre niveau. Ça même, ça peut faire l'objet d'un autre livre, mais dont on reparlera. Et c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'autres livres après. Inch'Allah. En tout cas, j'ai une passion pour l'écriture que je me découvre au fur et à mesure que j'écris. Et écrire me fait du bien. Donc, mais que ça nous fait du bien aussi. Merci beaucoup. On va vous permettre de souffler un peu. On va marquer une pause publicitaire et on revient une autre étape de cette émission. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Vous êtes sur Mousso News, votre média leader qui amplifie la voix des femmes. Et nous sommes avec la coach Fatim Touré Konkobo sur ce plateau. Coach, nous allons passer à une autre étape de cette émission. Je vais donner quelques assertions que vous allez commenter. Bien. Assertions ou on va dire stéréotypes de la société.
On dit que les femmes ne sont pas solidaires. Commentaire. Alors, moi, je crois, j'ai écrit dessus, et je pense que c'est un sujet même de livre. C'est un Tout sujet sera sociétal. sujet Oui, de livre, finalement. moi, je crois, et je suis convaincue, que les femmes sont solidaires, mais elles sont solidaires sur des sujets qu'elles ne peuvent pas rendre visibles. On a toutes des amies, on a toutes des sœurs avec qui on parle et on s'aide sur des sujets de quotidien à s'aider, à se soulager, à se permettre de parler, à trouver des astuces, à se couvrir. Mais ça, comme la société nous a donné le rôle, et on a le rôle de celle qui conserve les valeurs de la famille, qui protège et qui ne faillit pas, en tout cas qui préserve les valeurs. Si on vient afficher des raisons de solidarité sur des valeurs qui ne sont pas positives pour la société n'est pas prête à l'entendre et à le comprendre. Donc, on préfère afficher une non-solidarité. C'est aussi un mécanisme, je crois, de défense. Parce que si on sait qu'on est solidaire sur certains points, ça fait vaciller la société et surtout les hommes. Parce que ça les effraie. Il y a des choses sur lesquelles on est solidaire, mais on ne peut pas aller crier ça sur la place publique. Il y a des choses dont je suis solidaire de mes sœurs, dont je suis solidaire de mes amis, que je ne trahirai jamais, mais je vais les aider envers et contre tout. Mais sur ces points-là, la société n'est pas prête à attendre qu'on peut nous aussi s'aider, se couvrir, se protéger dans certains mondes. Sinon, moi, je suis convaincue que nous sommes solidaires. Les femmes sont vieilles à partir de 30 ans. Yeah, c'est que nous toutes là, on est dedans. On dit que la femme commence à se périmer un griffe à partir de 30 ans. Moi, je crois que personne ne se périme déjà. Je pense que tout le monde se bonifie. Et je pense que honnêtement, la jeunesse est dans la tête. C'est dans l'état d'esprit, donc sa manière de réfléchir, de penser le monde. Il y a des vieux... que moi, j'ai 18 ans. Voilà, réellement. Ouais, franchement. Oui. Ça se voit à l'écran. Il y a des vieux de 15 ans. Hein. Quand tu écoutes le raisonnement du jeune, tu te dis, mon Dieu, il est lourd hein, pour son âge, il est compliqué. Ouais. Et il y a des jeunes de 80 ans, parce que leur esprit est toujours vif, curieux, ils aiment apprendre. Ils ne restent pas dans un carcan, ils veulent toujours embrasser la diversité, comprendre les choses, les phénomènes nouveaux. C'est vraiment dans la tête et dans la manière de voir le monde. Une femme n'a de valeur que dans le mariage. Donc, est-ce qu'il y a un cimetière particulier pour les femmes mariées et les femmes non mariées? Est-ce qu'il y a une place particulière réservée aux femmes mariées, aux femmes non mariées? Ce sont des sociétés culturellement qui amènent ce genre de... Parce que le mariage est une institution noble, mais on n'est pas tous nés avec les mêmes... on dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai, sauf pour le poids. Il y a des gens là, on n'a pas les mêmes chances de départ. Nous, quand on regarde le chocolat, seulement on grossit. Et puis, il y en a qui peuvent manger, qui ne grossissent pas. C'était la parenthèse. Mais je pense que oui, même si on nous confère ces droits, il y a aussi le destin de chacun qui va jouer. Tout le monde n'est peut-être pas amené à se marier. Comme tout le monde n'aura pas d'enfants, c'est dommage. Ça, c'est difficile à accepter. C'est vrai. Mais il y a des gens, quand ils sont mariés, eux-mêmes, quand ils regardent leur situation, ils doivent se dire que c'était mieux peut-être s'ils n'étaient pas. Il y a des gens qui sont décédés parce qu'elles étaient dans des mariages tellement compliqués que ça a réduit leur espérance de vie ou que ça les a affectés. Mais c'est la manière, moi je dis que c'est la manière dont tu montres que ça t'affecte qui amène les gens à pouvoir te manquer de respect ou pas sur le sujet. Les femmes même en ont fait un problème, quitte à aller se mettre dans des relations qu'elles n'auraient pas acceptées autrement juste pour plaire à la société. Votre valeur, c'est vous qui la déterminez. D'abord, ensuite. Si vous vous prenez pour un diamant, on va vous traiter comme un diamant. Si vous vous prenez comme un caillou, on va vous chuter tous les matins. Les femmes en entreprise sont moins productives que les hommes. Dans mon constat, et j'accompagne beaucoup d'organisations qui me font confiance, ce n'est pas mon constat. Parce que, alors, pour même les postes qui nécessitent beaucoup de probité et d'intégrité, beaucoup de déontologie, les managers, les chefs d'entreprise ont tendance à les confier à des femmes. Parce que c'est naturellement dû à notre manière de gérer les choses. Une femme peut, pendant qu'elle cuisine, regarder la télé,
avoir un enfant soit au dos, soit en train de jouer qu'elle surveille. Avoir une conversation au téléphone avec sa meilleure amie à qui elle raconte c'est notre tous quotidien. les bérais de passé ou ça. futur. Pendant ce temps, donc, elle va, pourtant, ce qui est passé à la télé, là, elle va comprendre l'essence, elle va mener la conversation, l'enfant va être surveillé, elle va cuisiner. C'est-à-dire, on peut être multitâche. Tout ne va pas être parfait, mais on a cette capacité-là à pouvoir gérer des choses multiples ensemble. L'autre chose aussi, c'est qu'on a une vision à 360 degrés des choses. Quand il s'agit de prendre une décision, on va se soucier un peu plus que les autres, avec notre empathie, de l'impact sur les autres. OK, si on prend cette décision en entreprise, quel impact ça va avoir sur les collègues, sur les ménagères, sur le chauffeur? On va réfléchir à l'ensemble des acteurs. Alors que les hommes peuvent juste prendre la décision parce que c'est la décision qui sied, mais sans mesurer tous les impacts collatéraux que ça peut avoir. En changeant par exemple l'heure de descente, est-ce que ça va permettre à tout le monde de descendre pour récupérer ses enfants et d'être à la maison pour cuisiner? Vous voyez? Oui. Donc, les chefs d'entreprise, en tout cas que moi je rencontre, réclament même en fait aux femmes le fait d'avoir plus d'ambition. Ils leur demandent d'avoir plus d'ambition parce que des fois on veut les nommer mais elles refusent. C'est ce défi-là que nous on en a plus. Dernier, les femmes sont les plus difficiles à manager. Qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas non plus aussi mon constat. Je ne dis pas qu'on est facile. Je dis que peut-être sur certaines choses, on va pas peut-être s'exprimer aussi franchement que des hommes des fois, et c'est pas toutes les femmes, hein, c'est lié au comportement humain. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Mais on va prendre sur nous, on va garder parce qu'on veut préserver l'emploi, on veut plaire aux gens, on veut, comment dire, on veut arrondir les angles, on veut qu'on nous aime, on veut. Il y a tellement de considérations qui nous passent à l'esprit qu'on va pas dire tout de suite ce qui ne nous plaît pas. Donc, on accumule de la frustration. Du coup, le jour où ça pète, on se dit que elle est hystérique, elle est, mais on n'est pas au contraire. Mais ceux qui disent ça, c'est peut-être parce que certaines ne sont pas manipulables. C'est-à-dire que quand on veut les entraîner dans des dossiers compliqués, flous ou louches, elles auront tendance à te dire, ça là, moi, je ne veux pas marcher dedans. Puisqu'on a tendance aussi à dire que là où les femmes sont nombreuses, il y a toujours des problèmes. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler dans beaucoup de pays et dans beaucoup de lieux. Et il y a une entreprise en particulier que je ne citerai pas, mais là-bas, il n'y a que les hommes qui avaient des problèmes. Les femmes, là, n'avaient aucun problème entre elles. Moi-même, j'étais perplexe face à la situation. C'est des hommes qui se boudaient, je trouvais ça incroyable de se comporter comme ça, mais ça existe. Donc, c'est pas que oui, on va aimer parler. Le problème, c'est que nous, on peut s'épancher sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le professionnel. Ce qui fait qu'on prête le flanc à ce que les gens rentrent dans ta vie privée, te comprennent, mais je ne pense pas qu'on soit problématique. Merci pour ces différents commentaires. Merci. On va à présent parler de la charge mentale des femmes. Qu'est-ce que la charge mentale tout d'abord? La charge mentale, hein, si je peux l'exprimer de manière basique, c'est tous les poids, toutes les responsabilités, tout ce que la femme doit prendre en charge dans son vécu quotidien mentalement. C'est-à-dire tout ce à quoi elle doit penser au-delà du professionnel, c'est-à-dire professionnel privé. Je vous donne un exemple le matin. Je me suis réveillée, il fallait que je réfléchisse à, déjà, que je m'assure que les enfants sont bien partis à l'école, qu'ils ont mangé, que tout va bien, que j'organise ma journée, que je me demande ce qu'on allait préparer à la maison, même si ce n'est pas moi qui prépare aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on allait manger à la maison si je ne suis pas là? Qu'est-ce que les enfants vont revenir trouver? Si je rentre, enfin, et il y avait ce rendez-vous, l'interview à préparer, il y a la dédicace de mon livre que je dois gérer avec de multiples acteurs, il y a Team Coach où je dois réfléchir au rapport qu'on doit envoyer et à toutes les tâches que j'ai à exécuter aujourd'hui. Quand je quitte cette vie professionnelle, pendant que je suis dans la vie professionnelle, ce matin, je me suis réveillée, après avoir fait, les enfants sont partis à l'école et tout, j'ai lu un rapport entier de 16 pages pour pouvoir prendre un rendez-vous avec quelqu'un. Mais pendant que j'étais en train de faire ça, il fallait que je me lève pour m'apprêter pour ici. Après notre bel échange ici, j'ai un autre rendez-vous. Je dois préparer un rendez-vous de demain. Quand je vais rentrer, ma vie ne s'arrête pas. Il faut que je m'assure que les enfants ont mangé, qu'ils se sont couchés à l'heure, qu'ils ont fait leur devoir, qu'ils vont se coucher à l'heure, qu'aucun n'a un bobo, personne n'a rencontré un défi particulier aujourd'hui, qu'ils vont bien, tout simplement, causer un peu avec eux, que je m'assure si monsieur va bien aussi, avant de pouvoir,
Et avant d'aller se coucher, que je m'assure que tout est OK, qu'on a rangé, qu'on a lavé des plats, que toutes les portes Pour sont... anticiper même pour demain. Pour demain. Demain, j'ai une activité. Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que les enfants vont porter? On doit... L'énumération même donne des mots de tête. N'est-ce déjà. pas? Mes enfants doivent se coiffer ce soir. Il Ouais. fallait que je pense à appeler la coiffeuse pour qu'elle vienne à la maison, donner les horaires en fonction de leur heure. Vous voyez? Même quand j'en parle, quelqu'un peut être fatigué. Mhm, Pourtant, c'est mon cerveau et nos cerveaux à nous fonctionnent comme ça tous les jours. Donc, imaginez celles qui ont des bébés, des enfants à bas âge. Il faut s'assurer que les heures de biberon, laver les biberons, stériliser les biberons. Enfin, c'est tout ça qui occupe quotidiennement. Au-delà du rôle qu'on nous attribue, c'est toutes les charges mentales aussi que nous aussi on s'impose. Des fois, on veut déléguer, mais on trouve que l'autre ne va pas bien faire. Et moi qui ai la charge mentale de la pub, on Oui. part et puis on revient. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Nous continuons cette belle émission de Face à vous avec coach Fatim Touré Konkobo et nous parlions de la charge mentale. Nous allons continuer avec ce sujet. Coach, comment reconnaître la charge mentale chez une femme? C'est quand déjà on peut énumérer aussi ce qu'on a dit là et quand on se sent peut-être surmené, quand on se sent dépassé par les événements, quand on peut savoir qu'on a une charge mentale peut-être à un moment T, parce que des fois, c'est pas toute l'année comme ça, supérieure à la normale ou qu'on fait plus que nos véritables capacités. Donc, quand on se sent surmené, ça passe par, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui n'ont pas le moral, il y en a qui, moi, j'ai des pertes de mémoire. Des fois, il y a des choses dont je ne me rappelle pas ou ça passe aussi comme... C'est dû à la charge mentale? C'est dû à la fatigue parce que la charge mentale épuise puisqu'on ne sait pas s'arrêter. Et on se dit que si on n'est pas là, le monde s'arrête de tourner. Et Exactement. Que là... Non, moi, je dis toujours aux gens, si vous tombez et que vous mourrez, ce qui est l'avenir certain de chacun de nous, comment vous pensez que les gens vont faire? Ils survivent. Mais quand on se dit qu'on est indispensable et que oui, il y a des tâches pour lesquelles, de manière vitale, quand on a un bébé, on est plus stressé qu'autre chose. Mais ça conduit à beaucoup d'épuisement qui peuvent se traduire de nombreuses manières. Ou moi, c'est quand je perds mes mots. Quand je dois chercher mes mots pour pouvoir parler. Déjà, je me rends compte que ça fait longtemps que je ne lis plus. Mais aussi que je suis fatiguée. Parce que ça me demande beaucoup de concentration pour pouvoir aligner plusieurs phrases correctes. Et est-ce que la charge mentale peut impacter négativement la santé mentale? Mais complètement. Parce que quand on est épuisé, vous savez, l'épuisement physique, quand on dort, on se repose, on prend du temps pour soi, ça va. C'est le corps, il se rétablit, on a eu beaucoup d'activités, on se repose un bon week-end, quelques jours, des vacances, ça va. Mais la fatigue mentale, elle ne se résout pas en 2 jours. Elle ne se résout pas en une journée de sommeil ou en une petite sieste. Il faut beaucoup de temps. Des fois même, je crois qu'il faut autant de temps pour guérir que le temps qu'il nous a fallu pour en arriver à ce niveau de charge mentale-là. Donc, c'est oui, la fatigue mentale, la fatigue intellectuelle, elle est très vicieuse. Et donc, ça peut conduire à des burn-out. On va l'associer des fois à la pression professionnelle, c'est vrai, parce que ça, c'est lié au monde professionnel. À la dépression? À la dépression, oui. C'est parce que le burn-out, c'est une dépression liée au travail. La dépression normale, mais il y a beaucoup de gens qui ont des défis mentaux au quotidien, mais qui ne le savent même pas. Donc, oui, ça peut conduire à des situations comme ça, de démoralisation, de dépression, et tout ce qui s'ensuit. Parce que quand on est déprimé, il faut que ce soit pris en charge. Et comment on réduit justement cette charge mentale? Comment on évite de toujours penser à ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut ne pas penser à tout ce qu'on doit faire? Ou comment l'éviter? Moi, je pense qu'il faut déjà que nous-mêmes, on accepte qu'on n'est pas indispensable pour tout. Après, il y a des personnes pour lesquelles, il y a des femmes pour lesquelles elles se rendent indispensables parce qu'elles ont peur de perdre si elles ne sont pas là. C'est-à-dire,
elles veulent rester indispensables, elles ont peur de déléguer. Il y en a parce qu'elles n'ont personne à qui déléguer, parce qu'elles n'ont pas d'aide, parce qu'il y a le quand dira-t-on, parce que si toi-même tu ne fais pas ci, qu'est-ce qu'on va penser? Si tu ne vas pas à telle cérémonie, si tu ne fais pas telle chose, si tu dis ça, est-ce que ça ne va pas être mal interprété? Donc, ça fait beaucoup d'équations dans le cerveau de quelqu'un. Mais je pense que on a des... Je donne un exemple. Quand vous n'êtes pas là, ou quand vous êtes en voyage, ou quand vous rentrez un peu plus tard, et que vous demandez à votre époux de faire certaines choses que peut-être même il devrait faire sans qu'on lui demande. Mais Ça, on c'est va... un autre sujet. C'est un autre sujet qui peut faire l'objet de beaucoup, beaucoup d'émissions. On va se dire que si ce n'est pas nous qui le faisons, ça ne va pas être bien fait. Il ne saura pas le faire. Ah, comment il va faire? Ah, comment il va faire tout seul avec les enfants? Ce sont ses enfants. Normalement. Il porte son nom. Il saura comment faire, sauf qu'il va faire à sa manière. Maintenant, sa manière peut ne pas vous plaire, mais ça reste sa manière. Mais tant qu'on ne le laisse pas faire, on ne peut pas savoir si c'est bien ou moins bien. Ça peut même être mieux que ce que vous faites. Ça peut même plaire, dans tous les cas, ça va plaire aux enfants. Parce que c'est leur manière aussi d'être avec leur papa. Ils savent que papa fait ça comme ça. Papa va cuisiner, peut-être, il y a des gens qui cuisinent très bien, mais on ne leur donne pas l'occasion. On leur dit de ne pas rentrer dans la cuisine. Ils vont découvrir des choses à faire autrement. Mais les enfants vont être propres, peut-être qu'ils ne vont pas être assez bien payés, peut-être. Ça ne va pas être comme vous voulez, mais ça va être fait. C'est faire confiance aux gens. Déléguer aussi à son personnel de maison, si on peut en avoir ou si on en a. Déléguer à ses collaborateurs des tâches. Il y en a qui aiment centraliser. Si ce n'est pas eux, ça ne va pas être bien. Même quand ils confient à quelqu'un, parce que la délégation, ce n'est pas de l'abandon. Il faut contrôler, vérifier, mais il ne faut pas déléguer à quelqu'un et puis revenir reprendre encore tout ce que la personne a fait. Parce que ça, la personne se dit, bon, dans tous les cas, elle est compliquée. Peu importe la manière dont j'ai fait, elle va venir tout reprendre. Donc, on vous laisse à vos choses. Du coup, vous êtes fatigué, vous êtes frustré parce que vous avez l'impression d'avoir délégué alors que vous n'avez pas vraiment fait en toute tranquillité. Et vous avez peut-être peur aussi d'être remplacé dans le cœur des gens parce que vous avez délégué certaines tâches. Coach, nous sommes à la fin de cet entretien. Oui. J'avoue que j'aimerais bien que ça continue. Oui. Regardez la caméra et quel a été ou quel est votre cri de cœur vraiment à l'endroit des femmes face à tous les défis qu'elles rencontrent au quotidien? Bien. Alors, mes très chères sœurs, mes très chères femmes comme moi, on a beaucoup de défis et ne vous sentez pas seules dans vos défis. Je crois que le principal défi des femmes, c'est l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Et la confiance en soi est une des composantes de l'estime de soi. Dans l'estime de soi, on a la confiance en soi, on a la vision de soi, on a l'amour de soi et tout ça vient faire partie de l'estime de soi. C'est la valeur qu'on se donne à soi-même. C'est vous qui devez savoir, vous posez la question de la valeur que vous vous donnez à vous-même et indiquez aux autres comment vous voulez qu'on vous traite. Pensez à vous, réfléchissez sur vous, posez-vous les questions. Quelles sont mes qualités, mes défauts, mes talents, mes points forts, mes points faibles? Tout ce qui fait que vous êtes vous, qui vous permet de vous connaître assez pour que les jugements des autres ne viennent pas affecter votre comportement au quotidien. Quelle est votre valeur? Vous l'avez dit. Quel est l'amour que vous vous donnez? Ce sont des questions que l'on doit se poser au quotidien. Et je me dis, on doit se donner beaucoup d'amour. On doit se faire confiance et surtout se donner de la valeur. Exactement. Tu te donnes de la valeur, forcément les autres vont te donner de la valeur. Oui, on vous traite comme vous vous présentez. C'est ça. Et c'est sur ces mots que nous allons conclure l'émission. On va se retrouver très bientôt pour un autre numéro de votre programme Face à vous, toujours sur Mousso News, votre média leader qui amplifie la voix des femmes. À très bientôt. Purchase your tracks today.